Bon les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec mon pote Dohan. Il a une idée assez folle parce qu'on était ensemble et il s'est dit qu'on devait tourner une vidéo. L'idée ça va être qu'il va me poser toutes les questions qu'il a sur l'entrepreneuriat et le business. Sachant que Dohan il a jamais vraiment fait de business, il est un peu aware sur le sujet parce que du coup je lui parle tout le temps de ça. Il connaît un peu les bails de mindset, de développement personnel et tout. Mais il a jamais vraiment fait de business. Donc il va me poser les meilleures questions qu'il a eues en tête pour mieux comprendre le business, mieux comprendre comment ça fonctionne. Et surtout c'est un truc où vous pouvez bien vous refléter je pense parce que c'est des questions que tout type d'individu qui s'intéresse à l'entrepreneuriat peut se poser. Et donc d'avoir un entrepreneur qui répond à ces questions, ça peut être cool pour vous. Donc je vais passer le micro à Dohan, il va commencer avec les premières questions et puis voilà. Salut tout le monde, ouais alors du coup je suis ravi d'avoir bien cherché mes questions. Je pense qu'il y a des trucs pertinents. En fait je suis un peu comme sûrement la majorité des personnes qui vont regarder la vidéo dans le sens où moi j'ai testé un petit peu 2-3 trucs de business, à essayer de vendre des choses. C'est vraiment en essayant que j'ai vu que c'était pas si facile que ça et du coup pour moi c'est important un peu de poser des questions pour qu'on puisse avoir en idée comment s'y prendre et puis qu'on puisse après mettre ces idées en application. Donc, première question Joe, comment définis-tu le business? Pour moi, le business ou l'entrepreneuriat en général, c'est le fait de faire des choses qu'on a envie de faire pour aider les autres. Donc apporter de la valeur sur un marché. Donc typiquement, imaginons que tu as envie de t'intéresser au placo, tu vois par exemple les trucs qu'on met contre les murs. Et le fait que tu entreprennes dans ce milieu, donc tu fasses des actions qui apportent de la valeur à d'autres personnes et que tu prennes ton intérêt en prenant de la marge sur la valeur que tu apportes, c'est faire du business. En final, le business, c'est juste échanger soit des matériaux contre de l'argent que tu auras en guillemets modifié ou même pas, ou que tu n'auras pas forcément mis de plus-value dessus. Mais quand on fait du business, pour moi, c'est quand on apporte de la valeur sur un marché avec un produit ou un service dans tout type de domaine. Ça peut être dans n'importe quoi. Tu peux être entrepreneur dans la natation, comme dans les chaises, comme dans les canapés. Ça peut être dans vraiment tout type de domaine. C'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment varié, que tu peux vraiment t'ouvrir à tout type de domaine. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est ouvert à tous. C'est parce que vraiment, tu peux entreprendre dans n'importe quel domaine et c'est ça qui est bien. Pour moi, ma réponse, ça serait apporter de la valeur dans un marché, peu importe le marché et peu importe la compétence que tu monétises dans ce marché. Ok, hyper complet je trouve, donc ouais, super intéressant. Moi, il y avait cette question qui me venait aussi, c'était quand est-ce qu'on peut commencer le business? Quand est-ce qu'on peut commencer à entreprendre? Moi, j'ai l'impression de dire dès qu'on se sent prêt, parce que au final, même quand on se sent pas prêt, au final, parce qu'on se sentira jamais vraiment prêt, mais dès qu'on a cette petite idée de le faire, pour moi, et que tu sens que tu es prêt à le faire, t'as pas besoin de forcément d'être légitime ou de te dire que j'ai les meilleures compétences et que je le fais. T'as qu'à voir, moi, je vends du marketing depuis 3 ans, je connais littéralement quasiment rien en marketing, tu vois. Juste, je sais vendre, je sais comment parler aux gens, je sais comment créer des relations, je sais comment mettre une offre devant quelqu'un et donc je peux vendre littéralement n'importe quel type de produit. Et je pense que les fondamentaux du business, c'est vraiment apprendre le relationnel, donc comment parler aux gens, comment échanger, comment apporter de la valeur à travers des services ou des produits. Et dès le moment où tu sais faire ça, même en fait, tu peux commencer à n'importe quel moment parce qu'il y a tellement d'étapes pour arriver à faire du business que peu importe à quel niveau tu commences, tu auras de toute façon des escaliers à gravir, tu vois. Tu peux commencer en étant riche, tu peux quand même gravir des échelons parce que le jeu du business est infini, autant vers le bas qu'autant vers le haut. Donc tu peux littéralement commencer à vendre des cailloux où tu dessines dessus. Par exemple, j'ai un pote à moi, tu vois, il avait fait un business avec son frère où son frère avait fait des dessins sur des cailloux et les avait vendus au porte-à-porte pour 5 francs. Un gamin de 4-5 ans, tu vois, qui faisait ça. Et c'est son pote qui l'avait aidé, son frère qui l'avait aidé à faire ça. Big up à Loïc. Voilà quoi, tu peux commencer à n'importe quel niveau, à vendre des cailloux à la récré jusqu'à vendre des immeubles à des milliards, tu vois. Donc le jeu de business est infini, tu peux commencer à n'importe quel moment, dès que tu te sens prêt, c'est le bon moment. Ok, stylé, donc du moment que tu as un produit, un service à vendre comme ça, et puis que tu as juste toi-même la motivation, en fait, il n'y a pas vraiment de barrière, en fait. Il n'y a même pas du tout de barrière, en fait, le seul truc qu'il faut te dire, c'est confronte ton idée le plus rapidement au marché. Parce que si tu crois que tu as une bonne idée et que tu réfléchis trop longtemps sur cette idée sans la confronter à un marché ou à des potentiels clients ou à des potentiels investisseurs ou à des potentiels partenaires, tu ne sauras pas si ton idée est bonne, tu vois. C'est pour ça que les gens ils disent souvent, enfin les gens ils pensent de la mauvaise façon, ils disent ah ouais je vais garder mon idée pour moi parce que du coup elle est un peu secrète et que les autres doivent pas la découvrir parce qu'ils vont me la voler. C'est le pire mindset à avoir. Quand tu as une idée, il faut que tu en parles à un maximum de personnes, comme ça tu récoltes des feedbacks, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise. Les idées n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont pas appliquées. Donc au final, ton idée ne vaut rien. C'est juste le fait de l'appliquer qui vaut quelque chose. Et même si on te vole ton idée, la personne qui l'appliquera, c'est logique qu'elle reçoive le bénéfice de cette idée, parce que c'est elle qui est appliquée. Et il y a de la valeur que dans l'application, dans la réflexion, il n'y a aucune valeur, tu vois.
Donc tant que tu agis pas, au final, tu n'apporteras jamais de la valeur sur aucun des marchés et donc tu recevras jamais de la valeur pour toi. Ok, donc important d'être dans l'action parce que l'idée au final c'est juste de la fiction. Exact. Moi ce qui me pose question quand même c'est maintenant si tu as vraiment une très très bonne idée, tu te dis elle va se démarquer des autres, t'as pas envie que quelqu'un la pique, tu vois. Donc ouais, moi je trouve c'est pertinent de la confronter aux avis des autres. Mais toi qu'est-ce que t'en dis à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut la crier sur tous les toits ou est-ce que tu penses qu'il faudra un équilibre ou quand même donner à un maximum de personnes et puis te donner quand même le feedback quitte à perdre ton idée? Moi, je pense que l'idée, il faut la donner aux bonnes personnes. C'est le truc le plus important. Imaginons que tu as une idée d'un vélo révolutionnaire, va pas parler à des gens qui s'en foutent du vélo. Va parler à des gens qui sont dans le milieu du vélo et qui pratiquent le vélo ou qui commercialisent des vélos. Parce que c'est eux qui vont vraiment te donner les vrais retours de terrain, c'est eux qui sont vraiment dans le milieu. Tu peux pas parler de chirurgie avec un gars qui fait du tir à cheval, tu vois. Enfin, qui tire des animaux. Ça n'a rien à voir. Tu pourras pas... c'est un peu un exemple de merde, mais en fait, si tu parles pas aux bonnes personnes des bonnes choses, tu récolteras pas de bons feedback. Donc je dirais, ça sert un peu à rien de le dire à tout le monde, juste va le dire aux bonnes personnes, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Et puis quand même des personnes peut-être de confiance ou qui sont prêts à pas prendre ton idée. En fait, le fait de croire que les gens vont prendre ton idée, c'est une folie. Personne va te voler ton idée, frérot. Genre, littéralement, ça peut très rarement arriver. En fait, être dans cette peur que les gens te volent l'idée, c'est déjà te mettre des barrières à toi-même. En fait, tu crois que les gens vont te voler, du coup t'es déjà dans ce mindset méchant, t'es déjà dans ce mindset mauvais, et au final t'avances pas comme ça. Donc il faut plus être dans le bon, se dire vas-y je vais en parler à un maximum de personnes pour récolter des feedbacks, et peut-être trouver des clients que se dire ah ouais on va me voler mon idée. En fait c'est pas la bonne réflexion, tu vois. Bah ouais, mais ça me parle. Bah moi qui ai un petit peu essayé de voir quelque chose au niveau du business, bah moi c'était un peu une peur qui m'est quand même venue. Et bah je pense que t'as raison. Je pense qu'il faut se focus sur là où il y a de l'espace, là où il y a les opportunités, plutôt que là où il pourrait y avoir des obstacles qui peut-être vont jamais arriver. Cette peur au final c'est un fantôme qui peut te bloquer, je pense. Du coup ouais c'est intéressant. Moi en tout cas je pense que c'est quelque chose que je ferais, du coup de partager quand même l'idée aux gens. Et puis même si d'un coup ils voient qu'il y a quelque chose à prendre et puis qu'ils le prennent, au final peut-être que toi ça pourra t'aider derrière à reprendre ce qu'ils ont déjà commencé provenant de ton idée, tu sais, je me dis. Puis si t'as eu une bonne idée une fois, t'es pas à l'abri d'en avoir une autre bonne par la suite, je me dis. Donc très intéressant. Moi je me demandais maintenant si quelqu'un, bah imaginons moi ou bien quelqu'un d'autre, peu importe, a un travail, il est à 100% déjà dans son travail. Est-ce que selon toi, il devrait déjà diminuer un peu son temps, peut-être se mettre à 80% ou à 50% carrément pour multiplier ses chances, ou il reste dans la situation où il en est? Moi je pense que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être dans les meilleures situations, et je dirais pas qu'il faut diminuer son temps de travail. Je dirais qu'il faut s'adapter. En fait, le premier conseil que je donne à chaque entrepreneur, c'est le fait de s'adapter à toute situation. Donc en fait, un entrepreneur, ça doit être un caméléon. Tu dois vraiment t'adapter aux situations, tu vois. Et le fait de se dire ah ouais, je dois modifier ma situation pour m'adapter, c'est pas forcément un bon mindset de nouveau. Il faut plus se dire ok, comment est-ce que je vais pouvoir coordonner mon travail et l'entreprise ou mon business pour grossir le truc. Et en fait, plus ton business prend de la valeur, plus tu gagnes de l'argent avec ton business, plus tu réduis ton temps de travail. Mais il faut pas sauter des étapes, tu vois. Tu vas pas réduire ton temps de travail si tu n'as jamais gagné d'argent en business, parce que littéralement, tu prends des risques pour rien, tu vois. Donc moi, ce que je conseille, c'est plus de focaliser sur le business en side, parce que littéralement, tu t'as 8 heures par jour et il y a 24 heures dans une journée, tu dors encore 8 heures, c'est-à-dire que tu as encore 6 heures pour travailler sur ton business, encore on enlève 4 heures parce que tu bouffes pendant 4 heures et tu sors avec tes potes, 2 heures par jour, c'est sûr que tu les as, tu vois. Donc 2 heures par jour, ça suffit largement pour lancer un business. Et quand tu commences à faire tes premiers euros avec ton business et que tu te formes chez les bonnes personnes, que tu as les bons insights, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu te lances, tu peux gagner du temps en allant chercher des informations chez des gens qui les ont déjà. Donc fais-le, n'hésite pas, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur partout, tu vois. Tu peux même payer si tu veux encore aller plus vite, mais c'est pas forcément nécessaire. Et prends les infos, prends les insights, soit travaille intelligemment, donc va chercher les bonnes informations aux bons endroits, applique directement, teste, crash test, et tu verras qu'en 2 heures par jour, tu as largement le temps. Et plus tu gagnes de l'argent avec ton business, plus tu diminues ton temps de travail jusqu'à complètement surpasser ton temps de travail avec ton revenu. Et après, tu pourras racheter ton temps, tu vois. Mais au début, ça sert à rien de vouloir diminuer son temps de travail pour se lancer dans l'entrepreneuriat, à mon avis. Ok, stylé. Mais maintenant, tu dis que tout le monde, on va dire en moyenne, pourrait avoir 2 heures par jour pour le biz. Mais dans ces 2 heures, comment tu les répartirais? Est-ce que tu prendrais peut-être 30 minutes ou je sais pas, 1 heure de développement perso à regarder peut-être des vidéos ou aller se renseigner vers des gens pour
finalement apprendre davantage ou tu prends pas du tout de temps à ce niveau-là, tu répartis comment ton temps? Comment je répartirais mon temps si j'avais 2 heures par jour pour faire du business? Ce serait très simple. Je prendrais, on va dire, 60% du temps de prospection, 30% du temps sur bâtir l'offre. Donc d'abord, je prendrais mon temps. En fait, ça dépend, ce sera en plusieurs phases. Tu vois. Au début, je bâtirais mon offre. Donc j'irais vraiment consacrer du temps à l'étude de marché, donc aller rencontrer les clients sur l'offre que j'ai décidé, prendre des feedbacks, etc. sur les gens et tout. Je prends des feedbacks, je crée mon offre. Après avoir créé mon offre, 60% je la passe à faire du contenu et à prospecter, tu vois, parce que c'est ça qui va t'apporter des clients et construire ton écosystème. Et le reste, je prends donc 60% à prospecter, 30% sur l'offre. Enfin, je mettrais même 50% à prospecter, 30% sur l'offre et 20% du temps à délivrer. Donc voilà, un peu ce que je ferais. Ok, bon ratio. Ouais, parce que c'est un truc qui moi me questionnait de savoir combien de temps il fallait prendre. Mais je pense qu'il faut faire gaffe à pas non plus essayer de commencer à regarder trop de vidéos de mindset et tout, parce qu'au final, des fois c'est juste des trucs en surface, ça dépend, hein, mais ce qu'on peut retrouver vite sur YouTube, moi j'ai remarqué que ça peut être un peu du mindset en surface et pas vraiment des conseils très très pratiques qui vont pouvoir t'aider à avancer. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur l'action, mais tout en gardant quand même une inspiration, comme tu as dit, aller voir les clients et tout. Donc ça, je pense que c'est important. Et moi, ça me faisait penser à une question que j'avais mis aussi. Voilà, tu sais, tu fais 2 heures par jour comme ça, tu vois que ça commence à fonctionner, tu te retrouves du coup à faire assez de blé. C'est à quel moment, selon toi, que on peut arrêter son taf et puis se lancer à 100%. Du coup, ça revient un peu à la même question d'avant, mais... Moi, ce que je ferais pour arrêter mon travail, déjà de 1, je me focaliserais sur est-ce que ma source de revenus est stable. Parce que tu peux gagner un mois 10 000 balles, mais si tu n'arrives pas à la perdurer sur le long terme, c'est littéralement pas un business, tu vois. Donc je ferais au moins 5 à 6 mois où j'ai... Après, c'est une règle que je me suis appliquée, hein, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde doit le faire, mais 5 mois au minimum où je gagne mon salaire que je gagne dans mon taf en fixe dans mon business. Et dès que tu as ça, tu peux commencer à penser à arrêter ton travail, tu vois. Mais ouais, je le ferais pas avant, du coup. Ok, pas mal. Ça paraît pertinent en tout cas. De mon côté, ça me parle aussi. Et du coup, tu sais, quand t'es dans cette évolution, au bout d'un moment, tu finis par du coup pouvoir vivre peut-être avec ton business seulement. Et je me demandais à quel moment tu pourrais dire que toi, tu t'es considéré comme un businessman. Tu peux dire, là, je suis un businessman. Parce que tous ceux qui font du business, on peut pas forcément les appeler des businessmen, selon moi. Parce que voilà, si tu viens de commencer à créer une marque, puis t'es juste dans les premiers jours, pour moi, t'es pas vraiment encore un businessman. Moi, je pense du moment où tu vis 100% de ton activité, tu peux te considérer comme un entrepreneur, tu vois. Quand 100% de tes revenus proviennent de l'entrepreneuriat, pour moi, t'es un entrepreneur, tu vois. Tant que, imagine, tu fais un job à côté, moi-même, les freelances qui font des jobs à côté, pour moi, c'est pas des entrepreneurs, tu vois. Déjà, ils ont mon mindset, la plupart des freelances ont un mindset éclaté, parce qu'ils pensent trop. Dis-toi, j'ai déjà vu des freelances négocier des contrats pour 2 francs, 2 francs littéralement, et refuser le contrat pour 2 francs de négociation. Alors que c'est des contrats long terme et où ils peuvent faire grave de l'argent. J'ai encore eu le cas hier pour un montage vidéo avec mon pote Mathéo, tu vois. Donc, truc de ouf. Mais pour te dire, le mauvais mindset des freelances, il est clairement là. Bref, on va passer par-dessus ça, mais ouais, pour moi, dès que tu vis 100% de tes revenus entrepreneuriaux et que ça fait en guillemets quelques mois que tu en vis, pour moi, tu peux te déclarer comme un entrepreneur, entre guillemets. Le mindset, ça fait tout selon toi? Pour moi, ça fait tout, clairement, mais je vais pas dire à 100% parce que tu peux avoir un bon mindset, mais jamais passer à l'action, tu vois. Mais entre guillemets, le mindset, c'est ce qui te construit, hein, c'est ce qui va te faire perdurer, c'est ce qui va te faire gagner sur le long terme et aussi à court terme au final. Ça te gagne littéralement sur tous les fronts. Parce que imaginons que tu penses qu'à l'argent et que tu penses que l'argent comme résultat, t'as un mindset éclaté, littéralement sur le long terme tu vas pas perdurer. Sur court terme tu vas faire un peu de cash, mais long terme tu vas jamais perdurer, tu vois. Donc l'idée c'est d'avoir un mindset de croissance, un mindset long terme, un mindset authentique où tu veux t'es là pour apporter de la valeur. Et quand t'as ça et que t'as des bonnes valeurs et que t'es éthique et que tu sais ce que tu vaux et ce que tu veux apporter, pour moi tu vas perdurer, tu vois. Donc le mindset ça fait tout entre guillemets, mais ça fait pas tout parce que le mindset sans l'action ça sert à rien, tu vois. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais en soi, je me demandais, du coup, c'est un peu spécial cette question. C'est selon toi, c'est à quel moment que les gens ils se sont mis dans le business? Genre, c'était quand qu'il y a eu les premières phases de business? Ça date à quand le business? Moi je pense la nuit des temps, depuis qu'il y a l'homme. Pour moi toute négociation est du business, typiquement. Tu vois, quand tu devais négocier une grotte avec tes potes dans une autre tribu, frérot, c'était du business. Il y avait des échanges contre de l'argent, des échanges contre d'autres services. Ça c'était déjà du business. Et du moment où t'exploites, par exemple, tu vois, les gens avant qui avaient des fermes et qui revendaient leur blé, ils faisaient déjà du business, tu vois. Donc au final ça existe depuis la nuit des temps. C'est pas un truc nouveau, quoi. C'est juste que la façon de le faire évolue au fil du temps. Ok, ça marche. Mais du coup, avant les fermes, tu penses que c'était quoi au tout début? Genre vraiment les
tout premier truc. Imaginons au début on est au Moyen-Âge, enfin même avant, on est en préhistoire, t'as tué un mammouth et moi j'ai pas tué le mammouth et je t'échange mes flèches contre un bout de mammouth. Je fais déjà du business, tu vois. Parce que je fais un échange monétaire avec une transaction. Et imagine après ce bout de mammouth, je le revends à un mec contre plus de flèches que ce que moi je t'ai échangé. Bah ouais, j'ai fait du business, j'ai pris une plus-value sur la transaction. Tu vois. Donc au final, je pense qu'il y en avait déjà en préhistoire. Hein. Ah ouais, du coup ça date de fou le business. Et c'est ce que je me demande du coup, c'est à ton avis, toi, le troc, est-ce que ce serait mieux de le ramener à l'ère actuelle ou tu penses que c'est bien justement qu'il y ait aussi, je sais pas si on dit exactement ça, mais les flux monétaires du coup. Bah mec, les flux monétaires, ça simplifie tout, littéralement. Parce que t'as une ressource de valeur que tu peux échanger contre littéralement n'importe quel service. Parce que imaginons toi, t'as une botte de paille chez toi, bah peut-être qu'un mec qui te vendra pas une voiture contre une botte de paille, tu vois, ça va être galère à trouver. Par contre, t'as la valeur de la botte de paille en monnaie et lui il veut aussi de la monnaie, bah ça sera facile d'échanger. Ça a simplifié le business de fou, tu vois, parce que tu peux faire beaucoup plus d'échanges avec beaucoup plus de personnes, tu peux échanger littéralement avec n'importe qui et donc c'est beaucoup mieux. Et je pense que le troc c'est bien pour faire des grosses plus-values parce que tu peux échanger plus facilement avec des plus-values en troc, tu vois, mais la monnaie simplifie vraiment les transactions, tu vois. Là, je tourne un peu la page, mais du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faut absolument que le client il ait comme sensation quand tu lui permets de bénéficier de ton business? Moi je pense, si tu veux gagner à long terme, il faut pas que tu arnaques tes clients, que tu te sentes que tes clients, enfin, t'aies l'impression que tu as arnaqué ton client, pas te dire putain, je lui ai pris trop de cash et tout. Il faut que le client se dise putain, j'ai pris trop de cash au mec qui vend. Tu comprends ou pas? Imagine là, toi, t'as fait une putain de bonne affaire. Genre, t'as acheté un iPhone pour 300 balles, le dernier, le 15 Pro Max, enfin 16 Pro Max. Tu vas dire putain, mais j'ai arnaqué le vendeur. Si le vendeur il l'a eu pour zéro, tu l'as pas arnaqué, tu vois. C'est lui qui a fait 300 balles sur ton dos. Bah, c'est ça le business. Si t'arrives à faire ça avec tes clients, t'es littéralement le GOAT. Parce que tu vas pouvoir vendre à n'importe qui et tout le monde va te recommander. T'auras même pas besoin de faire de pub. Parce que si toi t'as touché un iPhone à 300 balles, frérot, tu vas le dire à tout le monde, tu vois. À tous tes potes en tout cas. Tu vas partager le bon plan, tu vois. Et si t'arrives à faire ça, ce que Louis Key le fait parfaitement, tu vois, ils vendent des logos de malade mental pour 200 balles. Littéralement, c'est des trucs qui valent, je sais pas, en Suisse, peut-être 1500, 2000, tu vois. Et lui, ils vendent 200 balles. Et le plan est tellement ouf que tout le monde achète. Ils vendent 17 000 logos, tu vois. Si t'arrives à faire ça, t'es juste parfait. Ah ouais, très frais. Mais du coup, tu penses que c'est un peu ce même process que les marques, par exemple, de boissons, ils utilisent quand ils offrent des échantillons de boissons ou bien. Moi, je suis allé à Nespresso récemment, ils m'ont proposé un petit café, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est le même style ou bien? Bah ça, c'est plus de l'expérience client, tu vois. Ça rejoint le même point. Si ton client se sent bien et se sent apprécié, se sent compris, se sent pris en considération, bien sûr que c'est parfait pour toi. Sinon, les marques de luxe le feraient pas, tu vois. Si les marques de luxe le font, c'est que c'est important. Parce que c'est dans les détails de la relation client que tu vas créer vraiment. Imaginons, toi, tu vas, je sais pas moi, acheter des lunettes et que le mec à la fin il te fera un chocolat. Tu vas te rappeler de ce mec toute ta vie, juste parce qu'il t'a fait un putain de chocolat à 2 balles, tu vois. Mais juste le fait qu'il ait fait ce geste, c'est un détail, mais ça va vraiment grandement impliquer le client. Et je pense que c'est dans les détails pour cette fois. Les détails vont à fond. Dans la relation client, dans l'expérience client, les détails comptent. Et ça, c'est tellement vrai. Et il y a une femme que je coachais, enfin que je coach toujours, Laetitia, qui avait un magasin de meubles à Paris, tu vois, qui s'appelle Lausanne d'ailleurs, trop drôle. Et elle vend des meubles de fou et elle se consacre uniquement à l'expérience client. Elle a une expérience client de malade, tu vois. Genre par exemple, elle accompagne le client jusqu'à la porte et elle lui dit au revoir jusqu'à dehors, tu vois. Juste le fait de faire ça, c'est exceptionnel. Et ça rend l'expérience client unique. Et du coup, les gens reviennent. Mais à fond, ouais, j'ai eu ça aussi chez l'opticien récemment, tu vois, ils viennent, ils te tiennent la porte et tout. Et ça fait beaucoup. Puis ces détails qu'on pourrait dire que c'est un peu des petites paillettes, si on veut bien, ça finit par être des étoiles dans les yeux chez les clients. Et donc ouais, en tout cas, moi pour ma part, je trouve ça tellement appréciable. Et en fait, je trouve que c'est un des meilleurs rendements, à mon sens, de ces petits détails, ce petit chocolat, ce petit au revoir à la porte, tout ce genre de choses. Pour moi, ça, en fait, ça te coûte peut-être 2 balles à investir, mais derrière, c'est des centaines de francs qui sont gagnés. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai acheté une montre, 2 fois la même montre quasiment. C'est 2 fois une Rolex, mais 2 modèles différents, dans 2 magasins différents. Une fois dans un magasin de Lausanne et une fois dans un magasin aussi à Lausanne à 500 mètres. J'ai acheté une fois, j'ai eu une expérience de merde. Le gars m'a pas pris en considération. Il m'a pris littéralement pour un numéro sur un contrat. Il m'a vendu la montre, il m'a fait se barrer et tout. Alors que c'est un officiel Rolex, un officiel dealer. Je vais essayer l'autre officiel dealer. Il me prend un sirop d'abricot. Il me parle pendant des heures. Il s'abonne à moi sur Instagram avec le compte de la boutique. Il me prend en considération. Il me fait essayer des modèles uniques. Mec, je lui ai envoyé 4 clients, tu vois. Alors qu'à l'autre, je lui ai dit à tout le monde, n'allez pas là-bas, tu vois. Donc juste cette expérience, le fait que le mec m'ait pris en considération, littéralement, ça lui a rien coûté. Ça lui a rapporté beaucoup plus sur le long terme, tu vois. Donc l'expérience client, c'est quelque chose, c'est le meilleur investissement que tu peux faire dans un business, clairement. Mais à fond, mais en plus, je pense qu'en vrai, en tant que vendeur, dès que tu t'impliques comme ça, en fait, ouais, c'est des efforts, mais aussi tu le vis mieux parce qu'en fait, ouais, tu fais pas ton boulot de manière machinale, de manière robotique, mais plutôt bon vivant. Et en fait, genre, moi, je trouve, tu sais, que de prendre un temps de qualité avec les gens, ça fait du bien au cœur, tu sais, tout simplement. Du coup, je voulais encore te poser 2 questions. Dans le business, selon toi, on en a
un petit peu parlé avant. Est-ce qu'il faudrait privilégier plutôt le côté argent pour investir ou le côté temps? Moi, je pense que ton temps à toi doit être alloué aux bonnes tâches. Donc, c'est-à-dire que ton temps à toi en tant que businessman, en tant que business manager, en tant que chef d'entreprise, doit être alloué aux actions à haute valeur ajoutée. Et que tout le reste, tu dois le déléguer. Donc, littéralement, au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé mon taux horaire, tu vois. Je me suis dit, écoute, toutes les actions que je délègue en dessous de 100 € de l'heure, je les fais pas. Tout le reste, je délègue. Donc aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai même processé tout le schéma. J'ai dit que je mettais 30% du chiffre d'affaires de la société en delivery. Donc littéralement, j'ai 30% du budget qui fait que pour délivrer. Moi, littéralement, je fais pas la delivery. Je pourrais prendre 30% plus en faisant la delivery, mais en fait, le coût d'opportunité est trop cher. Tu comprends? C'est-à-dire que le fait d'investir tout ce temps dans la délivrabilité, d'apprendre à comment faire les process, de tout faire moi-même, ça me coûte plus cher que le fait de donner 30% à quelqu'un qui sait mieux le faire que moi. Et donc, je pense que le plus important, c'est valoriser son temps, acheter le temps des autres pour en gagner toi. Et c'est que comme ça que tu peux te développer à des gros niveaux. Si Bernard Arnault, frérot, le patron d'LVMH, serait encore à vendre du Louis Vuitton dans le magasin Louis Vuitton de Paris, il serait pas multimilliardaire, tu vois. Pour allouer son temps à des tâches à haute valeur ajoutée. Prendre ce rendez-vous avec ce client, prendre ce rendez-vous avec ce partenaire, contacter cette personne, parce que tout part des gens, faire cette automatisation. Même faire cette automatisation, je te déconseille de le faire, délègue-le à quelqu'un, tu vois. Alors que c'est une automatisation, tu vas dire putain, c'est une action à haute valeur ajoutée, c'est un truc qui va me perdurer sur le long terme, fais-le pas, délègue-le. Le jour, je parlais avec Louis, je faisais juste le framework de l'automatisation, marquer comment ça marchait, il m'a dit gros, casse-toi pas la tête, fais-le pas, délègue-le. En fait, il faut que tu fasses rien à part les trucs qui sont obligés d'être faits par toi-même ou qui ont vraiment une haute valeur ajoutée, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant et je te rejoins, mais c'est vrai, par exemple, Bernard Arnault, s'il avait commencé à apprendre la couture, tout ça, il s'en serait jamais sorti. Enfin, ouais, je pense vraiment qu'il faut être là au bon moment pour orchestrer, quoi, et être un pro délégueur, si on veut bien, d'un côté. Mais t'as raison. Mais moi, j'entendais souvent ce conseil qui disait, de pas commencer à s'éparpiller dans tous les domaines, mais choisir peut-être un ou deux, disons, thèmes ou bien objectifs ou bien domaine d'expertise, voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il te faut un domaine que tu maîtrises vraiment. Et après, tu peux aller littéralement dans tous les domaines qui seraient liés à ce domaine. Par exemple, moi, je choisis le marketing, communication et le relationnel client, tu vois. C'est littéralement mon expertise, c'est ce que je sais faire. Faire du marketing, promouvoir des offres et le mettre en face des bonnes personnes. Faire du relationnel. C'est le seul truc que je sais faire. Je sais rien faire d'autre. Et encore dans le marketing, je sais pas faire de site web, je sais pas faire de SEO, je sais pas faire tout ça. Je connais les grandes lignes, je sais comment manager une équipe. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux utiliser cette expertise à bon escient? Donc, au début, j'ai fait des petits sites pour des petites sociétés. Après, je fais des petites vidéos pour des petites sociétés. Après, je fais des grosses vidéos, je fais de plus en plus. Et aujourd'hui, tu vois, je suis en train de me lancer dans le médical, mais je me lance pas dans le médical. Moi, je vais devenir médecin. Je lance une société dans le médical, mais j'utilise mes compétences de marketing. Et tu peux te dire, ah ouais, un jour ils vendent des sites web, un jour ils se lancent dans le médical. Chelou ce mec, tu vois. Mais pas du tout. Je fais la même compétence. En fait, je fais littéralement la même chose, juste dans deux domaines différents. Et quand tu as une compétence que tu peux appliquer à différents domaines, juste utilise les domaines qui payent le plus, tu vois. C'est logique. Donc, c'est hyper pertinent ce que tu dis dans le sens où je me posais la question récemment, est-ce que ça valerait pas le coup, si tu sais pas vraiment où tu veux aller et tout, de prendre un domaine que tu apprécies et qui peut s'appliquer à un domaine d'expertise, qui peut s'appliquer à plein d'endroits différents. Par exemple, toi, tu as pris le marketing, mais c'est vrai que le marketing s'applique vraiment dans plusieurs sphères et tout. Et moi, je réfléchissais à ça et je me disais, mais en fait, savoir bien écrire ou savoir bien communiquer, je trouve que c'est un truc, par exemple, qui s'applique à tellement de choses. Alors que, on donnait l'exemple de la couture avant, je trouve ça super beau de savoir coudre et tout, mais j'ai l'impression que t'as peut-être moins la possibilité de l'appliquer dans tous les domaines. Tu vas pas pouvoir forcément l'appliquer n'importe où. Pas une expertise à haute valeur ajoutée, tu vois. Tu vas jamais devenir milliardaire avec ça. À moins, tu peux devenir milliardaire, mais tu seras pas couturier. Tu feras d'autres choses avec la couture. Tu vois. Tu peux devenir riche dans n'importe quel domaine, c'est juste la façon dont tu utilises ce domaine qui change. À fond. Mais du coup, toi, selon toi, est-ce qu'il y a quand même des domaines d'expertise ou qui ont plus de valeur ajoutée? Ça, tu l'as dit. Mais du coup, tu arrives à me donner des exemples? Tout ce qui touche à la vente et au relationnel humain, c'est les trucs qui ont le plus de valeur ajoutée. Tout ce qui touche à l'émotionnel, donc par exemple le marketing, comment faire plus de ventes. En fait, littéralement, tout ce qui se répercute sur l'humain, c'est les choses qui ont le plus de valeur ajoutée. Que ce soit comment bien parler, comment bien écrire, comment bien marketer une offre, comment bien appeler, comment bien vendre, tout ça. Tout ce qui touche au relationnel, c'est les choses qui ont le plus de valeur ajoutée dans mon idée, tu vois. Si je peux résumer, est-ce que ce serait pas du coup tout ce qui ne peut pas être remplacé par la machine, pas remplacé par l'IA? Ok, intéressant. Ça, je trouve ça important. Les technologies se développent. Je me disais, mais c'est important en fait qu'on puisse investir aux bons endroits en fait. Parce que moi, je vois par exemple qui aiment la musique, qui aiment en faire. Je vois que même dans la musique, on retrouve des applications comme Suno par exemple, qui te font des musiques de A à
Z avec l'instrumental, tout ça, fait par l'IA. Et je me dis, c'est fou. Même ChatGPT, il peut te pondre un poème et tout, parfait. Enfin, et je me dis, mais peut-être que ça va peut-être remplacer la machine. Et je sais pas, du coup, je pense que tu es un peu du même avis, mais bah, tu penses que c'est aussi dans ces domaines-là qu'il faudrait investir, du coup. Moi, je pense que, en fait, tous les outils changent au fil du temps, tu vois. Il y a à l'époque où on utilisait des cailloux pour graver des trucs, après on a utilisé des livres, après on a utilisé des tablettes, après on a utilisé des hologrammes, on a utilisé tout, tu vois. Il faut juste s'adapter aux outils qu'on te donne. Donc, comme je te dis, ça va pas remplacer les gens, ça va juste changer la manière de travailler des gens. Et donc, si tu t'adaptes pas, bah, tu vas mourir. C'est la sélection naturelle, littéralement. Tout ce qui n'est pas adapté à des nouvelles situations meurt, parce qu'il est plus adapté à l'environnement dans lequel il est. Les dinosaures, ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils étaient plus adaptés dans le monde qui a évolué, tu vois. Et donc, il faut toujours t'adapter. Mais c'est pas forcément mauvais ou mal que les outils se développent, c'est juste bien parce que ça fait développer le monde et toi t'as juste à t'adapter en fait. C'est juste ça la clé. Ah ouais, c'est bon, comme les caméléons quoi. Ouais, c'est le truc que tu avais dit avant. Et toi, tu penses que ton business ou un peu ton domaine d'expertise, il est un petit peu menacé quand même ou pas du tout? Et ça pendant un bon moment. Moi je pense que la façon d'utiliser le domaine va être très menacée parce que il y a beaucoup de choses que tu peux modifier. Par exemple un site web tu pourras littéralement faire de l'IA dans 5 ans, tu vois. Mais les fondamentaux restent. Et tu sais, je voulais qu'on fasse ce thème, les fondamentaux. Et je pense que quand tu apprends juste les fondamentaux, tu peux littéralement tout faire à tout niveau. Parce que tu vois, les relations humaines, faire un enfant, ça changera jamais la façon de faire un enfant. Tu comprends? Ça sera toujours un emboîté en 2 personnes, tu vois. Et au final, frérot, ce qui compte, c'est juste concentre-toi sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui était là il y a des milliers d'années et qui est toujours là aujourd'hui? Si tu te concentres sur ça, les fondamentaux qui changent pas, et que ton expertise est dans les fondamentaux, tu seras jamais remplacé. Ah d'accord, ça c'est très intéressant du coup. Quel est le moment, en fait, le contexte selon toi, où tu penses qu'on peut vraiment le mieux avancer dans le business? C'est genre en mode vraiment on arrive à monter d'un coup bien. Est-ce que c'est, tu penses, au début, où là tu peux t'améliorer très rapidement et puis avancer très bien? Est-ce que tu penses que c'est plutôt à mi-chemin quand tu as acquis déjà quelques finances, tu as acquis quelques contacts, etc. Ou tu penses que c'est quand tu as arrêté ton job que tu avais avant, que tu t'es lancé, tu as peut-être fait même des millions? Tu penses à quel moment où tu peux vraiment te développer le max? Franchement, c'est le moment où tu te développes plus, c'est où tu rencontres les bonnes personnes. Il n'y a pas de moment où tu vas plus se développer, parce que tu pourrais rencontrer la bonne personne à n'importe quel moment du process, tu comprends? En fait, il te suffit juste d'une rencontre pour changer ta vie, tu comprends? Tu peux, par exemple, un client ou un associé et bam, toute ta vie elle change, tu vois. Donc c'est pas vraiment le timing qui fait, c'est plus la rencontre. Et tout part de l'humain, comme je dis tout le temps. Donc c'est plus le fait de rencontrer la bonne personne au bon moment qui va faire ça. Il n'y a pas vraiment de timing, ça peut être au tout début comme à la fin, tu vois. Ok, nice. En fait, c'est intéressant parce qu'après toutes ces questions que je te pose, moi, ce qui me revient beaucoup, il y a deux trucs, je pense, c'est le côté humain et la valeur ajoutée. Moi, pour moi, c'est un peu ces 2 trucs que je retiens clairement et je me dis, mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on puisse être bon et expert dans la communication, la façon de parler, dans la façon peut-être de se présenter et pour avoir le meilleur contact possible avec l'humain. Ouais, aussi, comme tu as dit, s'adapter et puis surtout, prendre les plus hautes valeurs ajoutées dans nos actions, en fait. Enfin, moi, c'est tout ce que je peux retenir et je sais pas si toi, tu aurais encore peut-être un ou l'autre conseil à donner pour clôturer ces questions que j'avais à te partager. Donc, pour moi, les questions étaient très pertinentes. Tu as bien retenu les principaux conseils que j'ai donnés. Et moi, ce que je pourrais dire à la communauté, c'est n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire aussi, qu'on n'hésitera pas à répondre. Autant moi que Dohan, on n'hésitera pas à vous répondre dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Petit mot de fin pour Dohan ou pas du tout? En tout cas, je vais simplement te remercier parce que c'est hyper enrichissant, tu vois. Tu parlais d'avoir contact avec quelqu'un et puis ça peut changer ta vie. Et puis je crois que toi, par exemple, tu as été quelqu'un qui m'a permis déjà de me rendre compte de plein de choses. En fait, des fois, on veut chercher dans des vidéos ou dans des livres, mais en fait, les humains sont des vidéos et des livres encore plus efficaces. Et c'était sur ça que je voulais terminer. Et je vous souhaite de passer une belle soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Je vais pas entacher les mots de Dohan, ils étaient parfaits, les gars. Big force à vous, big vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un message en commentaire. Peace.